Janer, d'après Charlotte Brandt, chapitre 4. Y a-t-il une passagère du nom de Janer? Cette question me tira d'un profond sommeil. Une femme avait ouvert la portière de la diligence et regardait les voyageurs à la lueur incertaine d'une lanterne. C'est moi, dis-je. Les gens s'écartèrent pour me laisser sortir. On déchargea ma valise et la diligence s'éloigna dans la nuit. Après un voyage de 12 heures, j'avais quitté Gateshead avant l'aube. Je me trouvais devant la porte de la pension. La servante qui m'avait extripié de la diligence me fit entrer dans le bâtiment et verrouilla la porte derrière nous. La pièce où elle m'introduisit n'était éclairée que par les braises d'un feu presque éteint. Je tendis mes mains vers la cheminée pour réchauffer mes doigts glacés. Je scrutai l'obscurité. J'aperçus des murs recouverts de vieux papiers peints, un tapis rustique, des meubles dépouillés. Presque aussitôt, deux femmes entrèrent dans la pièce. La première, qui tenait une chandelle, devait avoir un peu moins de 30 ans. Elle était grande et se tenait très droite. Ses yeux, aussi noirs que ses cheveux, retinrent mon attention. L'enfant est bien jaune pour avoir voyagé seule. Elle me regarda attentivement, me mit la main sur l'épaule et reprit. « Vous êtes fatiguée ?»« Un peu, madame. »« Et vous devez avoir faim aussi, mademoiselle Miller. Donnez-lui à dîner avant qu'elle aille au lit. C'est la première fois que vous quittez vos parents, petite fille ?» Je lui expliquai que j'étais une orpheline. Elle me demanda comment je m'appelais, quel âge j'avais, et je savais lire et écrire. Puis elle m'effleura la joue de l'index en disant « J'espère que vous serez une élève appliquée. » Sur ces mots, elle me confia mademoiselle Miller, qui m'emmena. C'était une femme plus jeune, moins élégante, qui marchait d'un pas pressé. Je devinai aussitôt qu'elle était une sorte de sous-maîtresse. De couloir en couloir, nous traversâmes le pensionnat, jusqu'à ce que le profond silence fasse place à un bourdonnement de voix. Et mademoiselle Miller me précéda dans une grande salle peuplée d'une foule de filles. Elles étaient environ 80, vêtues d'un uniforme brun à la coupe démodée, avec un long tablier par-dessus. C'était l'heure de l'étude. Les élèves répétaient leurs leçons à haute voix, dans un studio de brouhaha. « Rangez vos livres, dit mademoiselle Miller, en tapant dans ses mains. Responsable, allez chercher les plateaux du dîner. » 4 grandes filles se levèrent pour distribuer le repas. Chaque élève reçut une maigre galette d'avoine. Je ne touchai pas à la mienne. L'excitation m'ayant coupé l'appétit, je me contentai de boire une gorgée dans le pot à eau qui était commun à toutes les filles. Le reste de la soirée se déroula pour moi à travers un brouillard de fatigue. On m'emmena au dortoir, meublé de longues rangées de lits, et je m'écroulai de sommeil sur le mien. Le son aigre d'une cloche me réveilla avant l'aube. Toutes les filles se levèrent aussitôt, malgré le froid mordant. Comme elles, je m'habillai en grelottant et attendis pour me laver qu'une bassine se libère. Car il n'y en avait qu'une pour 6 filles. La cloche sonna de nouveau, tout le monde se rangea 2 par 2 pour descendre. L'escalier est gagné de la grande salle, froide et à peine éclairée. Là, les pensionnaires formèrent 4 groupes, répartis aux 4 coins de la pièce, et les classes commencèrent. J'avais été mise avec les plus petits, sous la direction de mademoiselle Miller, qui pendant 1 heure nous fit lire à haute voix des chapitres de la Bible. Le soleil venait de se lever quand la cloche sonna de nouveau et tout le monde se dirigea vers un réfectoire pour prendre le petit déjeuner. Comme j'étais contente à l'idée de me mettre à table, n'ayant rien avalé la veille, j'avais tellement faim, j'avais terriblement faim. Mais lorsque je pénétrai sous le plafond bas du réfectoire, une odeur infecte m'emplit les narines et j'entendis les élèves de la classe murmurer entre elles. « Dégoûtant, le prodige est encore brûlé !»« Silence !» ordonna une maîtresse, et tout le monde s'assit après avoir récité le Bénédicté. Je dévorai 1 ou 2 bouchées avec un appétit vorace.
Mais la sensation de faim céda vite à une envie de vomir. Le prodige brûlé est aussi répugnant qu'une pommade de terre pourrie. Autour de moi, les cuillères piochaient lentement dans les assiettes, et les filles essayaient en vain d'avaler leur portion. La cloche sonna bien vite, la reprise des cours, tandis que le réfectoire se vidait. J'entendis une maîtresse chuchoter à une autre « C'est scandaleux !» À peine assises dans la salle d'études, les 4 classes se remirent debout avec un ensemble parfait. Stupéfaite, je regardai vers la porte et je vis entrer la femme qui m'avait accueillie la veille. À la lumière du jour, je la trouvais encore plus belle et plus élégante. Une grande bonté se lisait dans les yeux de celle-ci. Et pourtant, son autorité sur les élèves était parfaite. Ma voisine me murmura « C'est mademoiselle Temple, la directrice !» Elle fit asseoir tout le monde, se fit apporter un globe terrestre et commença avec les plus grandes une leçon de géographie. Tout au long de la matinée, la cloche sonna à l'intervalle régulier, et les matières se succédèrent. Calcul, grammaire, musique, français. À midi, enfin, la directrice se leva et s'adressa à toutes les élèves. Vous avez eu ce matin un petit déjeuner que vous n'avez pas pu manger, et vous devez avoir faim. J'ai donc demandé qu'un déjeuner de pain et de fromage vous soit servi. Les maîtresses échangèrent des regards surpris. Mademoiselle Temple reprit « J'assumerai la responsabilité pour ce repas supplémentaire. » Le déjeuner arriva presque aussitôt, et toutes les pensionnaires se jetèrent dessus avec avidité. Puis se fait la récréation. Nous reçûmes l'ordre d'aller au jardin. Il s'agissait d'un vaste terrain entouré de hauts murs. Par ce jour d'hiver brumeux, personne n'avait envie de courir loin. Et nous restâmes toutes blotties sous le préau. Je n'avais jusqu'alors parlé à personne, et personne ne faisait bien vraiment attention à moi. Je m'apprêtais à passer une récréation solitaire quand j'entendis le son d'une toux rauque juste à côté de moi. Assise sur un banc, une élève était absorbée dans un livre qui la passionnait visiblement. « Ton livre est intéressant ?» demandai-je. Elle leva la tête. « Il me plaît, oui. »« Qu'est-ce qu'il raconte ?» Elle me le tendit. « Tu peux regarder si tu veux. » Je feuilletai les pages, mais lorsque je vis que c'était un roman sans aucune illustration, je le lui rendis bien vite. « Comment t'appelles-tu » fis-je. « Ellen Burns. »« Quel âge as-tu » ?»« 13 ans. »« Ça fait longtemps que tu es ici ?»« 2 ans, oui. »« Où habitent tes parents ?» J'appris qu'elle était orpheline. Elle aussi, je lui posai bien d'autres questions sur les maîtresses, sur la vie à l'école. Ce qui me frappa aussitôt, c'est qu'elle ne disait de mal de personne, même pas à mademoiselle Scatcherd, la maîtresse la plus sévère que j'avais vue punir des élèves injustement. Son regard sur les gens était d'une bienveillance rare. Lorsque je lui demandai comment elle trouvait la directrice, ses yeux brillèrent. Mademoiselle Temple est la plus intelligente et aussi la plus généreuse d'entre toutes. La fin de la récréation sonna et les cours de l'après-midi commencèrent. Hélène n'était pas dans ma classe, mais j'eus vite l'occasion de la recevoir. Pendant une leçon d'histoire, mademoiselle Scatcherd lui fit un reproche humiliant pour rien et l'envoya en pénitence au milieu de la salle. De là où j'étais, je vis que les yeux lumineux d'Hélène n'exprimaient aucune révolte. Elle regardait quelque chose que je ne pouvais pas voir et qui semblait la rendre heureuse. J'admirais son attitude et je sentis naître en moi une grande amitié pour cette fille au courage calme. Les premiers temps de ma vie au pensionnat s'écroulèrent ainsi, marqués par le froid et la faim, rythmés par l'infatigable cloche qui nous faisait passer d'une leçon à l'autre. Notre seul repos, c'était le dimanche, mais il fallait alors marcher 1 heure pour nous rendre à l'église la plus proche, où nous arrivons exténués, transis de froid, nos mauvais uniformes trempés par la pluie et la glace.
C'était le pire jour de la semaine, même si mademoiselle Temple nous donnait bien vraiment l'exemple en marchant à nos côtés, légère et souriante. Le jour que je redoutais le plus arriva. Cependant, M. Brocklehurst revint de son voyage et entra dans la classe par une sombre après-midi plus rigide que jamais dans son costume noir boutonné jusqu'au cou. Tout le monde se leva, même mademoiselle Temple, et j'en profitai pour me glisser derrière les élèves les plus grandes afin d'assurer ma sûreté personnelle. Mais j'étais bien loin de ces pensées, et il s'adressa d'un air sévère à mademoiselle Temple. Mademoiselle, j'ai croisé la blanchisseuse à mon arrivée, et j'en ai profité pour inspecter ses comptes. Elle m'a dit que certaines élèves mettent 2 collettes par semaine. C'est trop, le règlement n'en admet qu'une. Il s'agit d'une exception, monsieur, répondit mademoiselle Temple, avec une assurance calme. Agnès et Catherine Johnson ont été invitées à goûter à l'extérieur la semaine dernière. Je leur ai permis de mettre des collettes propres pour l'occasion. Bon, pour cette fois, passons, répondit M. Brocklehurst. Mais que cela ne devienne pas une habitude. J'ai une question plus grave à vous poser. En examinant les registres de l'intendance, j'ai constaté qu'un repas de pain et de fromage avait été servi aux élèves il y a 2 semaines. D'où vient pareille extravagance? J'en suis responsable, monsieur, répondit mademoiselle Temple. Le petit déjeuner préparé ce matin, là, avait été brûlé, et je n'ai pas osé faire jeûner les élèves jusqu'au soir. Un instant, mademoiselle. Comme vous le savez, je n'ai pas pour but d'élever ces filles dans le luxe, mais de les rendre patientes, endurantes, capables de sacrifice. Un incident pareil aurait dû vous permettre de leur faire un petit sermon sur les bienfaits des privations corporelles qui élèvent l'âme. Je ne tolérerai pas. À cet instant, M. Brocklehurst, qui promenait son regard austère sur l'assemblée, s'interrompit comme s'il avait été victime d'une vision choquante. Puis, il demanda d'une voix outragée. Mademoiselle Temple, qu'est-ce que cette fille aux cheveux bouclés? Qui est-ce? La directrice suivit l'index de M. Brocklehurst et répondit tranquillement. C'est Julie Sévère, monsieur. Et pourquoi a-t-elle eu cette masse de boucles sur la tête? Le règlement n'autorise que les cheveux lisses et bien attachés. Les cheveux de Julia bouclent naturellement, monsieur. Nos élèves ne sont pas ici pour se confronter à la nature. Elles doivent apprendre à vivre sans coquetterie. Les boucles et l'ondulation sont des artifices mondains. Je vais faire venir le coiffeur demain pour qu'il coupe les cheveux courts à cette demoiselle. D'ailleurs, l'ensemble des élèves passera sous ses ciseaux. Toutes ces chevelures sont bien trop longues. Mademoiselle Temple écarquilla les yeux. Quant à moi, dans ma stupéfaction, l'ardoise que je tenais à la main m'échappa et tomba par terre, et elle se brisa avec un fracas épouvantable. Je me baissai pour ramasser les 2 morceaux terrifiés. « Petite maladroite !» s'exclama M. Brocklehurst. « Oh, mais c'est la nouvelle élève! Approchez, mademoiselle, j'ai 2 mots à dire à votre sujet. » J'étais paralysée. Mes 2 grandes élèves me poussèrent doucement pour que j'avance. Je passai devant ma chère Hélène, et les mots qu'elle m'avait dites la veille, alors qu'elle venait d'être punie de nouveau pour un détail insignifiant, me revinrent en mémoire. La vie est trop courte pour en vouloir à ceux qui te font du mal. Il faut savoir pardonner. Mais malheureusement, je n'étais pas Hélène Burns, et dans mon cœur, je maudis encore une fois, Madame Reed. M. Brocklehurst me fit asseoir sur un tabouret et s'adressa à toute la salle. « Mesdames, mesdemoiselles, vous voyez toute cette élève ?» Quelle question, je sentais le regard converger sur moi et me brûler la peau du visage. « Elle est encore jeune, » reprit l'homme de marbre. « Elle ressemble à une enfant ordinaire. Pourtant, je regrette de vous le dire, le diable s'est déjà emparé d'elle. Élève, évitez sa compagnie. Maîtresse, surveillez-la de près, sans hésiter à la punir sévèrement, pour tenter de sauver son âme, car cette petite fille est une menteuse. » Il inspecta la salle d'un regard théâtral, comme pour vérifier l'effet de ses paroles. Puis il ajouta, avant de s'en aller, « Que cet élève reste une demi-heure de plus sur son tabouret.
et que personne ne lui parle jusqu'à ce soir. Fin de chapitre.